Mr. El Haji, please. Good morning or good afternoon, everyone, depending on where you are around the world. Thank you, Philip. I think I'm going to give my remarks in French because we are in Senegal, speaking French-speaking country. So, c'est un plaisir pour nous, ASN, en tant que membre fondateur de l'organisation régionale africaine de normalisation ARSO, de tenir aujourd'hui ce panel avec Arso donc, pour discuter de la normalisation d'une manière générale, mais plus spécifiquement pour la session d'aujourd'hui, voir les liens qui existent entre la normalisation et les politiques publiques et la réglementation, voir quelles sont les bonnes pratiques en matière de réglementation technique, mais également en matière d'élaboration de politiques publiques, explorer les pistes pour mieux utiliser les normes dans le but de parfaire nos réglementations, mais également nos politiques publiques et faciliter leur appropriation et implémentation par tous les acteurs pour le grand bénéfice de nos populations. Les pouvoirs publics, les gouvernements ont la responsabilité de mettre en place des politiques publiques et des réglementations qui traitent de toutes les questions donc, qui intéressent les populations, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement, que ce soit l'agroalimentaire, la sécurité, etc. Et comme vous le savez, les normalisations, donc les normalisateurs que nous sommes, nous élaborons des textes, donc des normes, qui sont des documents dont l'application est volontaire, mais qui définissent de manière consensuelle entre les experts de tout le monde, donc des règles, des caractéristiques, mais également des lignes directrices pour garantir la qualité, la sécurité et la santé des populations à travers les produits et services qui sont mis à leur disposition. La normalisation permet également de garantir le commerce équitable, des échanges équitables à travers donc à travers des règles consensuelles qui aujourd'hui sont reconnues dans le commerce mondial. Aujourd'hui, l'actualité est marquée par la ZLECAf en Afrique, la zone de libre-échange économique, qui, comme vous le savez, mettra au premier plan les normes et les infrastructures de la qualité dans les pays signataires. Et aujourd'hui, ARSO a donné le tempo à travers le PACI, la politique africaine pour l'infrastructure de la qualité, et tous les pays sont appelés à s'aligner sur cette politique pour organiser le commerce intra-régional au grand bénéfice de nos acteurs économiques, mais également de nos populations. Donc, c'est dire toute ma satisfaction, remercier l'ARSO et vous souhaiter la bienvenue. Je repasse la parole à Philippe pour la suite. Merci. Philippe. Thank you very much, the co-host, Mr. Ndion. As you can see, Mr. Ndion holds engineer degree on chemical engineering and applied biology. He has been representing Senegal International and Regional Standardization Organization activities. And Mr. Ndion has also contributed to the implementation of various actions aimed at promoting national quality infrastructure in Senegal. And we can assure you that Senegal has been a very strong and committed member of ASO. Dear delegates, this one is a very interesting topic. We have aligned our various panelists. You can see we have Dr. Okumu from Kenya. We have Mr. Diop from Senegal. Then we have Mr. Sam Papa from Senegal too. We have Mr. we have Mr. Sidi from Senegal too. They will give us national perspectives because normally public policy affects
governments and citizens in different ways. And then we are glad also to have Ms. Cindy from International Standards Organization. And most of us are aware of ISO. We were supposed to have some panelists and friends of the webinar from AFNOR, but unfortunately we were not able to in good time. But I assure you that in April we will have them. Mostly about the topic. You see, the public policy has been defined in different ways, but mostly it's a legislation, statute, ordinance, regulations that governments use to respond to changes and to also respond to problems. They normally used by government to address public goods and services. And then the issues of public goods, as you can see, are for everybody. So the issues of clean air, street lights, public roads, those are normally issues that government regulate so that all the citizens benefit on the same note, and also to protect them. Standardization gives us the opportunity to bring all stakeholders to do technical specifications of regulations and legislation so that at least it is fit for purpose. And then the role of public administrators in implementing the public policy, that is public administration. So we highlight some of the definitions that have been given in terms of public policy that describes a statement or intent by government or other actors, and they are aimed mostly to deliver public goods and services. So in this case, it is recommended that when we are doing our public policies, we take into consideration the regional and international perspectives. And then also issues of gender are very important. So that is why most of governments will come up with regulations and also action plans to ensure that gender is mainstream. Different definitions have been given by authors as a statement by government at whatever level, in whatever form, of what it intends to do about a public problem or respond to a problem because of action adopted by government in response to public problems. Mostly it is addressing the public. We have issues here that are mostly concerned with the public policy making process. Policies itself asking or responding to the question as to why, what we need to do. Then the control objectives to identify the leading practices like the MAP requirements from laws, regulations, and the standards which give us quantifiable requirements answering to the question of what, and then the controls to identify desired conditions. We have procedures as tasks that establish how tasks are going to be performed, the how, and then the guidelines, which are additional document to the policies that provide extra recommended guidance. So all these are components of public policy, and we are going to see from our panelists to add more to this. We have different types: distributive, where government is aiming at providing public goods to the majority of the citizens so that everybody enjoys public transportation, public health services, public schools. All those are distributive policies that governments normally make in their public policy initiatives to make sure that every citizen enjoy. We have redistributive policies, which are like affirmative actions by government to ensure that the minority are also taken up in the enjoyment of the public policy deliverables. So redistributive economic policies that to do with wealth and wealthiest population to the poorest, that is redistributing wealth from the very, very, very rich and to the very poor. You have government taxation systems whereby you see government targets those with high income to ensure that things like public hospitals, public schools are run in such a way that the minority or those who are less fortunate can also enjoy the issues of minimum wage laws and taxations.
So they are frequently used by policymakers in perceiving economic growth where there is no even distribution. We have regulations, and this is where most of our work as standardizers come in. This use of technical regulations. These are used by government to control. The goal of regulatory policies or technical regulations is to provide a safe atmosphere for all individuals without resulting in an excessive loss of rights and freedoms. So, for example, prohibitions of driving under the influence of alcohol, limitation of unfair business practices, government policies limiting the prices, electricity, water, as we have highlighted them here. They are normally done by the regulators in various ministries and various departments, and we'll see how in most cases they come in. Then we have different steps of making these policies. Problem identification, what is the problem, agenda setting, making the process to be attractive to the policy makers and encouraging them to include them in their agenda systems and their work plans. And then policy formulated, make sure that the problem is formulated and articulated into a policy in a written form. And then the legitimization process, where the elected members, now it is taken as a bill in most parliaments and it is debated. And then finally, when it's approved, the implementation phase and the evaluation whether it is fit for purpose. In standardization, we realize that the WTO has already recognized this sovereign role of governments and highlights that no government should be stopped from carrying regulations and policy initiatives that it deems fit to protect human, animal, and plant life environment. Then mostly when it is addressing the legitimate objectives, that includes security, prevention of deceptive practices, protection of human health and safety. So in standardization, we know that technical regulations and regulations normally aim at protecting the lives or addressing the legitimate objectives. And in this case, mostly you will realize that the WTO talks of a technical regulation as a document that also adds to the protection of the citizens' rights and citizens' health, as has been highlighted. We just have some practices which are good in terms of making the policy and standardization, transparency, efficiency, effectiveness, clarity, and equity, the issues of coherent, effectiveness, and relevance, and impartiality, so that when we are using the standards as basis for making the policies, then we are sure that we are using the right documents. So that one is about standardization. Most of us here know about standards, how ISO has defined standards, how TBT agreement has defined standards, but mostly it is voluntary and where we have consensus, and we include so many stakeholders to develop standard. Then the technical regulation, mostly addressing the same specifications, but in this case, compliance is mandatory. Remember that for most of the voluntary standards, compliance is voluntary. So you will see as a technical regulation and regulation, the responsibilities within the ministries and the regulatory authorities, and the purpose is normally to protect citizens' legitimate objectives identified by governments. Just to highlight more about technical regulation, compulsory, where it comes from, vis-a-vis also about standards. Especially now, how does standards affect public policy? And these are some of the highlights that has been given in most of the documentations. You see that standards provide specifications for the legislation to ensure that it is fit for purpose. It is better designed policies and regulations based on agreed requirements and norms, so that it's not something that is strange. Then
it increases trust and involvement of the private sector and enhance confidence of trading partners. So these are some of the highlights that we give that the standardization contributes to public policy. We are glad to have Cindy as a panelist that is going to give us some of the initiatives that the international organization has initiated. But in this case, we look at this Standards and Public Policy Toolkit as a document that the International Standards Organization has given out that directs the interaction between standardizers and the public policy makers to ensure that we have effective public policies. At the ASO level also, we have the ASO CACO Working Group 5. Sorry, it is not Working Group 5, but it should be Technical Specialized Committee, TC2 on Technical Regulations, that is trying to bring together the standardizers, the National Bureau of Standards and Regulators together. And we normally have meetings so that we learn about the influence that standards have in technical regulations. And also we have, the standardizers understand more about technical regulation and the requirements, what the authorities are expecting to do. So it is supposed to be building awareness to regulators and policymakers and governments on the role of NSBs. And the other side is supposed to build awareness within NSBs about the role and the benefits of collaborating with policymakers and regulators. So these are some of the initiatives that ASO has made. At the continental level, under the Pan-African Quality Infrastructure, we have an initiative on the African Continental Technical Regulatory Framework that also is addressing a platform where we have we are looking forward to have a coherent regulatory system within Africa that addresses how technical regulations or regulations are made, implemented within specific parameters based on the WTO TBT agreements provisions. Important here is about how NSBs and policymakers relate. NSBs are their core is in the standards process. Policymakers, their core is in the policies and technical regulations. Then there is a high recommendation that they work together. And you see from the national level down up into the international level, we have standardization activities. And in the process, there is interaction within the technical regulations. This is our co-host, the ASN, what the ASN is doing, and in its part contributing to standardization. And I'm sure bringing together the technical or the regulators within Senegal so that we have public policies that are related to standards within Senegal. The main objective of the webinar today is to provide us a platform to interact about public policy and the role of standardization. Our host should have been the Secretary General, who is not with us. We have Pan-African Quality Infrastructure Quality Infrastructure meeting taking place in Nairobi here, and is participating. Already we have had Mr. Dion as our co-chair. At this particular moment, delegates, thank you for participating and giving us the opportunity as Central Secretariat to highlight what we expect to hear from our panelists. I will give this opportunity once more to the co-chair, Mr. El-Haji, to introduce the moderator who will take us through the other sessions which are remaining. Thank you very much. And I still want to highlight the fact that we have interpretation. Just go to the interpretation button and choose whenever it is English or whatever it is in French, because we are going to have some of the presentations made here in French. Thank you very much. And if Mr. Dion, you can introduce the moderator, please. Thank you. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation très, très générale. Alors, nous, pour la session d'aujourd'hui, elle sera modérée par notre collaboratrice, Madame Rokia Ndiaou Djedjou.
qui est chef des programmes de normalisation à l'ASN. Madame Diédiou a plusieurs années d'expérience dans la normalisation et elle est ingénieure de conception génie civil, diplômée de l'École polytechnique de Thiès. Nous sommes ravis de l'avoir à l'ASN parce qu'elle fait partie de la crème aujourd'hui de l'intelligentsia au Sénégal. Une brave dame qui a beaucoup d'expérience en normalisation internationale. Elle est aujourd'hui co-comité manager du comité ISO-PCI 305 qui travaille sur une norme sur l'assainissement autonome. Donc, Madame Diédiou va nous servir de modératrice. Donc, avec votre permission, je vais passer la parole à notre modératrice, Rokia. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints à ce webinaire conjoint entre l'ARSO et l'ASN, Association sénégalaise de normalisation. Merci à M. Philippe et merci à M. le DG pour cette introduction. Et je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez offert pour modérer cette session-là. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième session qui concerne la présentation avec les différents panélistes. Et nous aurons sur cette session-là 4 sous-thèmes. Et nous aurons comme premier panéliste Madame Victoria Okumu. Elle est directrice adjointe recherche, innovation et gestion des connaissances au niveau de l'autorité nationale des autoroutes au Kenya. Donc, je vais faire sa présentation en anglais. Donc, Dr. Okumu is a Deputy Director, Research, Innovation and Knowledge Management in the Kenya National Highway Authority in Kenya. Dr. Victoria Okumu is currently working at the Kenya National Highways Authority as a Deputy Director, Research, Innovation and Knowledge Management. She has over than 15 years experience in both the public and private sector, including engineering design and project management, research, and engineering training. Dr. Okumu has wide experience in standards development, and he's currently the chair of the Eurocode Technical Committee and a member of a number of technical committee at the CAPS, the national standards body in Kenya. Besides, she is trained engineer in intellectual property management by Kenya and a trainer on structural Eurocode. Dr. Okumu holds a PhD in civil engineering option structural engineering from PAUST. She has also an MSc in structural engineering from Moi University and BTH in civil and structural engineering from Moi University also. Her research interest is in sustainable construction, materials, and technology. So, Dr. Victoria will talk about the policy, the public policy, regulation, procedure, and standards as an inclusive infrastructure, understanding public procedure, concept, formation, adoption, and implementation. So, pour revenir un peu en français, Dr. Okumu va parler sur le thème politique publique, réglementation, procédure et normes en tant qu'infrastructure complète. Plus particulièrement sur comment comprendre les concepts, la formulation, l'adoption et la mise en œuvre des politiques publiques, le rôle de la normalisation dans l'élaboration des politiques publiques, les exigences et les mécanismes de mise en œuvre. So, Dr. Okumu, if you hear me, you can take the floor, and you have around 5 to 10 minutes to do your presentation. So now you can go on. Thank you. Thank you very much for the introduction. Allow me to share my screen. Yes, you can. Thank you. Good afternoon and good morning. I don't know if it's evening anywhere. It's a pleasure to be here. All protocols observed. As I was listening to Philip making his presentation, I was wondering whether I still need to make a presentation because he seemed to have presented most
think I had prepared. But all the same, I will do the presentation. And as has been said, I'm going to present on public policy and standardization. So welcome, and thank you very much. I'm trying to put the full screen, just a minute. Okay, I don't seem to be able to do that, but all the same. So I'll start by showing the outline of my presentation, and I'm going to give a bit of introduction to public policy and standardization, give the various types of public policies, the formulation process, and then I will go into the role of standardization in public policy development, and finally discuss a bit of public policy enforcement mechanisms. And most of it has actually been discussed by Philip. And so it's a bit of repetition. So in terms of definition, public policy is basically a system of laws or regulations that come in form of written documentation by governments, and this is either the local governments. In our country, we call them the county governments, or the national governments. In other jurisdictions, they are called the federal government. And most of the time they are, or all the time, they are in response to specific problems. The problems can be problems raised by citizens or problems raised by situations. They could be things like what happened in 2020, 2019, 2020, the COVID-19 pandemic created some situations where there was need for introduction of new policies and regulations. And normally it is also a means by which governments maintain law and order by addressing the needs of the citizens. In terms of standards, I think standards, most of the people here know a lot about standards, probably better than I, but they're reference documents that normally, because of the process of developing them, they represent a consensus among players or stakeholders within a certain industry. And this is basically to ensure that there is uniformity to certain practices within that industry. So they provide a level of consistency or uniformity to certain practices, and also operational limits within certain environments. So they are very essential in facilitating free exchange of goods and services. So that is in terms of definition. Moving on to the types of policies. I will only highlight on three types. Different authors, different types of policies, but these three are actually the main ones. And I will start with the regulatory policies. And these basically are those policies that provide limits to behaviors of identified groups or identified individuals within a society or within a country. They also provide means through which the freedom of actions are reduced or limited. And in terms of the consequences, they normally carry certain punitive sanctions. Examples of these regulatory policies are criminal legislation,
consumer protection, or access to public utilities such as roads, health services, etc. Then we have distributive policies. The distributive policies are those that allocate benefits to certain segments of the society. And also, these benefits can be to a large group of people. And normally it depends on the actual problem that the policy is addressing. Examples of such policies or the distributive policies are the social welfare policies. Various countries have implemented or have social welfare policies. So that's an example of a distributive policy. We also have public education policy. For instance, in Kenya, we have free primary education as a policy in our country. We have health services policies. For instance, basic healthcare, access to basic healthcare can be in form of a policy for a country. Then we have transport, public safety, etc. So those are some examples of distributive policies. Usually, in as much as in design, they are designed to benefit certain segments of the society. At the end of the day, normally you find that a big population in the country benefits at the end of the day, or a majority of the citizens benefits from the implementation. And lastly, we have redistributive policies. And the redistributive policies are those policies that make deliberate reallocation of resources amongst identifiable social groups. An example is equality funds. For instance, here in Kenya, we have various counties. The country is divided into various countries, 47 of them. And you find that some counties have more resources compared to others. And so to be able to benefit the citizens in the counties that have less resources, there is equalization fund. So that is an example of a distribution policy. They bring about specific changes to the economic and social status of the states or the institution. And also the other examples are policies, of the policies are subsidies that can come, for instance, for fuel and things like that. The process for formulation of policies have already been described by Philip. And so I'll not take much time. However, I'll just do a brief overview. The formulation of policies starts with identification of the problem. Remember, we say that the policies are created to solve specific problems. So the problem is first identified, and this can be through individuals or through a crisis or any other way that a problem is identified. And after the problem is identified, there's an agenda set to be able to resolve that problem. And once the agenda is acceptable within the stakeholders, then the policy development is initiated. And this is a process that involves various stages. After the policy is developed through all the stages, depending on the country, then it is adopted officially and most of the time gazetted in that case. Once it is gazetted, it is implemented, and there are mechanisms of following through the implementation to be able to see whether the policy is actually being implemented and if it is solving the problem that it was supposed to solve. And objectives set out to do. Now, policy and standardization go hand in hand because for the policies to be implemented, there has to be certain regulations in terms of limits within which people act, depending on what policy they are addressing. And there comes the need for the standards. So in terms of policy formulation, implementation, and evaluation, the standards help the governments or the regulators
to be able to achieve the goals for which the policies were developed by providing the rules, the guidelines, the characteristics. If it is a product, if it is a service, it provides the various ways in which the service is to be offered. And if it is a system, it also provides the various limitations within which the system is to be applied. So the first thing is standards helps governments and regulators to achieve the public policy goals. Number two, the standards also, if it is a product standard, it makes the product fit for its purpose. Because it is through the standards, through the standardization process, that there are controls in terms of the quality of the products. And so it ensures that the services and the products fit the purpose for which they were developed, even if there are different manufacturers or different varieties of the same product, as long as they are within a standard, then they are able to be checked whether they fit the purpose for which they were developed. We also find that standards provide. If you can go faster. Okay. Standards also provides solutions. Okay. Standards also provide solutions for the protection of the consumer's health and safety. They provide for an opportunity to utilize innovation and also as a means of stimulating trade, both local and international. And so in terms of infrastructure, relevant policies and regulations together with standards integrate to promote inclusivity at the various stages of infrastructure development. That is from planning to development to design, implementation of the various projects. In terms of the actual standards that we have in infrastructure projects, we have design standards, we have service standards, and we have implementation standards. And right now in Kenya, we have adopted the structure of bureau codes, and it is also a way through which we are transiting from the former policies that we were implementing in terms of standards and improving our products, engineering products. In roads, we are also currently implementing or developing new road design manuals. And also we are creating regulations for the roadside stations, which will then enhance the safety of the road users in the country. So standards work hand in hand with policies to be able to bring in a complete infrastructure project. So thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Okomo, pour cette belle présentation qui a été assez explicite. Donc, pour revenir un peu à votre présentation, Dr. Okomo est revenu sur les politiques, différents types de politiques publiques, en passant par les politiques réglementaires, les politiques redistributives et les politiques de redistribution. Dr. Okomo est revenu sur les bénéfices de ces différents types de politiques-là, mais également, elle a eu à donner des exemples. Elle a aussi précisé la nécessité des normes dans l'implémentation, mais également dans l'atteinte des objectifs des différents types de politiques publiques. Sorry. Yes? Sorry, I think we are missing the interpreter. So let's just find out from the interpretation. We are missing out. Okay, okay. Yes, we can hear you. Please. It's okay now? Hello. Okay, just go on now, the moderator. Thanks. Yes, okay. Donc, je vais recommencer. Apparemment, on avait perdu l'interprétation. Donc, je disais que je remercie d'abord Dr. Okomo par rapport à cette belle présentation sur les politiques publiques, la réglementation et les différentes procédures. Donc, merci beaucoup. Dr. Okomo est revenu sur plusieurs points par rapport à la réglementation. Et il a donné les différents types de politiques publiques, à savoir les politiques de règlement, les politiques distributives, les politiques de distribution. Elle a également eu à montrer les différents bénéfices de ces politiques et aussi donner des exemples. Docteur également, elle est revenue sur la nécessité des normes dans l'implémentation et également l'aide que ces politiques-là apportent par rapport à l'atteinte des différents objectifs.
Elle a aussi parlé du contrôle des produits, le rôle important que jouent les normes sur les produits par rapport à la confiance que les consommateurs peuvent avoir par rapport à ces produits-là, par rapport au contrôle. Et pour finir, elle est également revenue sur la politique et l'infrastructure par rapport aux différents types de normes avec les normes de design. Dr Okumu également a donné l'exemple que le Kenya a fait avec l'adoption de l'Eurocode pour signifier juste l'importance que peuvent avoir les normes au niveau des différents pays, également au niveau des politiques publiques. Donc, Dr Okumu, si vous m'entendez, j'avais deux questions par rapport à votre présentation là, qui a été d'une très grande qualité. Donc, docteur Okumu, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'une politique publique? Si vous pouvez nous donner une définition assez explicite de ce qu'on peut retenir d'une politique publique et qu'est-ce qui déclenche sa formulation et sa justification. Et ma deuxième question serait, si vous pouvez un peu revenir par rapport à l'importance des normes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. J'avais ces deux questions-là, si vous pouvez apporter plus d'éclaircissement. Merci. I think I'm having two people talking at the same time. So it's not very clear to me what question I'm to answer. I only had one. Yeah. A definition for public policy. And I can say that it is a piece of legislation at any level of government, national or local, that can be in form of laws, regulations, or guidelines, or actions to be taken or not taken, and that helps a government to drive the socio-economic agenda for the country. So basically, that's a simple definition for public policy. Yes, I don't know the second question, what it was, because there were two people talking, so I could not hear well. If you could repeat the second part. Donc, la deuxième question, c'était par rapport à l'importance des normes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Okay, in terms of the implementation of public policies, I think it can be implemented in form of, depending on which form it takes. If it is a law, it is enforced by the law agencies. If it is a regulation, then it has to be enforced or implemented by the various bodies that the regulation address. For example, if it is a regulation about road construction, like the example I gave, we are developing right now for regulations for roads side stations, then it is the road authorities or the road ministries that then implement that particular policy. And in terms of ensuring that they are implemented, they are normally either corrective actions that are taken to people who do not adhere to the regulations or laws. There are also sanctions that are put in place. For instance, if it is in the road sector, if there is a limit for the capacity of vehicles that can pass in a road, then if they exceed, then there are sanctions and there are fines to be paid. But also there are supervisory actions that can be taken to ensure that the public policies are implemented. Thank you. Merci beaucoup, docteur, pour les réponses là, assez claires et assez explicites. Comme nous avons des contraintes de temps, nous allons passer maintenant au deuxième sous-thème. Juste pour signaler qu'après les différentes présentations, il y aura une session questions-réponses et vous aurez l'occasion de poser vos différentes questions et les différents panélistes vont y répondre. Donc, le deuxième sous-thème concerne la politique publique, les définitions type et exemple, comprendre et appliquer les concepts de base des politiques publiques et pourquoi c'est important. Nous avons comme dans ce point-là, comme premier panéliste, M. Pape Sambagay. Il est administrateur général du Centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale de la Fondation Celsius-Stokes. M. Gay est doctorant en horticulture et agriculture urbaine et périurbaine
de l'école doctorale Sciences de la vie et de l'environnement de Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également ingénieur d'État en agronomie, phytopathologie, nématologie de l'Institut agronomique et vétérinaire. Il est également expert qualificien sur les différents principes de bonne pratique de laboratoire de l'OCDE et sur la norme ISO-IEC 17025. Il a un diplôme d'études approfondies de phytopathologie de l'Institut national agronomique de Paris, n'en citer que ces diplômes-là. Donc, il a été également auteur de plusieurs publications, dont l'étude sur l'analyse de la qualité et de la pollution des eaux, des bassins et de l'exutoire. Donc, pour dire qu'il a une expérience assez spéciale sur ce domaine-là et sur le secteur de l'agriculture. No, it's not this slide. Bon, je vais donc passer la parole à M. Gué. Si vous m'entendez, vous avez la parole pour faire votre présentation. Oui. Voilà, donc je vous donne la parole. Vous avez environ 5 à 10 minutes. Merci. Merci, Madame Diédou. Donc, je vais partager ma présentation. Déjà, permettez-moi de remercier Arso et l'ASN pour m'avoir invité à participer à ce webinaire comme panéliste. Donc, je vais partager ma présentation. Et voilà. Et là. Là, j'ai les participants. Ah. Voilà. Bien. Partager. Voilà. Partager. Voilà. Et voilà. Vous voyez un diaporama? Voilà. Oui, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, je m'en vais présenter le thème qui est relatif aux politiques et à l'agriculture, politique de normalisation. D'abord, le plan se présente comme suit. Déjà, d'abord, le contexte qui a prévalu lors de la création du CRS Locustox. Ensuite, nous verrons, nous aborderons la politique publique en matière de gestion de la qualité des intrants agricoles. Ensuite, les politiques publiques de gestion de la sécurité sanitaire des aliments. Après, nous aborderons la crédibilité des résultats d'analyse que nous générons, quelques images fortes de notre centre et ensuite, on procédera à la conclusion. Pour la présentation de CRS Locustox, nous pouvons dire que le contexte qui a prévalu et qui nous a conduit à la création du centre était qu'en 1995, il y a eu lieu la signature de l'accord sur les mesures SPS de l'OMC, mesures sanitaires et phytosanitaires, signées à Marrakech, qui sont entrées en vigueur après un délai de grâce de 5 ans pour les pays en voie de développement, donc en 2000. Et là, il s'est posé pour le Sénégal la création d'une structure qui pouvait aider, n'est-ce pas, à gérer, n'est-ce pas, le respect de ces mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC. Et voilà ce qui explique la création de la Fondation Custox en 2000, parce que le décret a été signé le 31 décembre 1999 par le président Abdou. Et l'unique but était, n'est-ce pas, de répondre aux défis pour une agriculture productive, durable, saine et compétitive. Le centre est organisé comme suit. La Fondation CRS Locustox
on a un conseil de fondation, un conseil scientifique et une administration générale comprenant l'administrateur général, n'est-ce pas, un conseiller technique, l'assistant de direction et 4 unités techniques opérationnelles, que sont l'unité chimie environnementale, l'unité biologie, l'unité qualité de l'eau et des engrais et l'unité qualité et réglementation. En matière de politique publique de gestion des intrants chimiques, nous pouvons dire que l'objectif est double. Déjà, il fallait éviter ou bien lutter contre tout ce qui est le placebo en sécurisant les objectifs de production. Le placebo, c'est de dire que l'engrais disparaît alors que ça n'est pas. Hein? Donc, une mauvaise formulation. Ou bien de dire qu'une matière active de pesticide, ici, c'est peut-être de la deltamétrine alors que ça n'est pas. Donc, il arrive que pour certains pays, quand on n'a pas une capacité analytique, on subit, n'est-ce pas, le placebo. D'une part, et d'autre part, de gérer la qualité sanitaire des produits agricoles. Et ceci quoi faisant en assurant le contrôle de la qualité des formulations de pesticides. Et pour ce contrôle de la qualité des formulations de pesticides, le Sénégal, n'est-ce pas, à l'instar des autres pays de la sous-région, a adhéré, n'est-ce pas, à une homologation communautaire. Donc, cette réglementation est entrée en vigueur, elle a été signée, elle est entrée en vigueur et elle est applicable pour nos pays du Sud. Et actuellement, cette réglementation est élargie aux pays de l'Afrique de l'Ouest et qui est maintenant dans l'espace CEDEAO, qu'on appelle le QAHP. Donc, le contrôle de la qualité des engrais, d'autre part, se fait conformément au règlement de la CEDEAO sur le contrôle de la qualité des engrais. Et ce contrôle se fait selon le manuel harmonisé de contrôle. On fait le contrôle avec les mêmes normes, la même méthodologie. Et ce contrôle de la qualité des formulations d'engrais est confié au Sénégal est confié au CRS Locustoc par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement. Pour ce qui est de la gestion de la qualité, de la gestion de la sécurité, pour ce qui est de la gestion de la qualité, de la sécurité sanitaire des aliments, l'objectif est double là aussi. D'une part, assurer la protection de la santé des consommateurs et d'autre part, aider à respecter tout ce qui est exigences réglementaires, n'est-ce pas, liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC pour le commerce des produits agricoles. Et là, vous conviendrez avec nous que le Sénégal étant un pays, à l'instar du Kenya, un grand pays producteur exportateur de produits horticoles, vous conviendrez que c'était extrêmement important de doter le Sénégal d'un outil analytique qui permet, n'est-ce pas, de lever cette contrainte. Et quoi faisant? En faisant d'abord le contrôle de la qualité sanitaire des produits alimentaires par rapport aux paramètres de sécurité sanitaire des aliments, avec des paramètres, n'est-ce pas, pertinents, les plus pertinents pour nous, pesticides, métaux lourds, hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres produits et autres paramètres chimiques qu'on peut qualifier de micropolluants chimiques. Et là, on confronte les résultats de contrôle aux normes SPS du Codex Alimentarius ou aux normes nationales de sécurité sanitaire des aliments des pays de destination quand on a des exportations qui vont vers l'Union européenne, conviendrait avec nous qu'on va respecter les limites maximales de résidus de pesticides harmonisées pour l'UE. On rentre dans la base de données et là, on peut faire des comparaisons. Ou bien aux normes communautaires, voilà, c'est ça, de l'Union européenne, ou bien aux normes nationales. Quand il s'agit des États-Unis, il y a des normes nationales. Et ce contrôle est assuré au Sénégal par le CRS Locustoc, qui, dans son genre, est
presque je peux dire sans me tromper que c'est un centre qui est unique dans son genre au niveau de la sous-région. Et ce contrôle constitue notre cœur de métier et nous positionne comme laboratoire de référence. Rappelons que nous célébrons cette année la 10e année de notre accréditation depuis mars 2013. Voilà, puisque on nous a confié, n'est-ce pas, le contrôle et des intrants et de la qualité sanitaire des aliments, la question qui se pose est que non, est-ce que nos résultats sont crédibles? Et la réponse est oui. La crédibilité de nos résultats découle de notre accréditation qu'on a depuis 2013. D'abord par le Comité français d'accréditation, le COFRAC, et ensuite par le CIS. Cette accréditation est portée par le COFRAC d'abord en 2013 jusqu'en 2019, puis depuis 2020 est portée par le système ouest-africain d'accréditation que l'Afrique de l'Ouest jouit actuellement d'un organisme qui est compétent en la matière, le SOAC. Et les domaines et portées d'accréditation, on peut citer les pesticides dans les produits agricoles, hein, le mercure dans les produits de la pêche, hein, les paramètres d'engrais minéraux, NPK, et quelques paramètres d'eau. Et on poursuit notre extension et l'annexe et le diplôme de notre accréditation est disponible sur notre site. Voilà quelques images. Le site où nous sommes à Dakar, au kilomètre 15 route de Rufisque, quelques images du laboratoire. Et là, en conclusion, nous pouvons dire que notre travail vise essentiellement, si c'est pour la sécurisation de nos objectifs de production, on y est arrivé parce qu'on contrôle, n'est-ce pas, en routine, la qualité des intrants chimiques. Quand l'intrant chimique agricole n'est pas de bonne qualité, vous conviendrez avec nous que ça déteint sur, n'est-ce pas, les rendements que nous observons. Là, on contrôle vraiment la qualité des intrants. Et ensuite, pour la gestion de la sécurité sanitaire des aliments, en vue de la protection de la santé des consommateurs et la levée des contraintes liées aux mesures SPS, on peut dire que là, c'est OK aussi. On n'a pas de problème parce qu'on n'a pas de notification, n'est-ce pas, de rejet d'exportation du fait, n'est-ce pas, de dépassement de LMR sur les produits horticoles. On ne retrouve pas ce genre de notification pour nous. Donc, ça veut dire que le travail est bien fait. Et enfin, la crédibilité de nos résultats d'analyse, n'est-ce pas, soutenue par notre accréditation qui est surveillée, n'est-ce pas, comme du lait sur le feu chaque année par l'organisme d'accréditation. Donc là aussi, on est à l'aise pour dire que tout est au point. Donc voilà très rapidement, n'est-ce pas, hein, décliner quelques politiques, quelques exemples de politiques agricoles, n'est-ce pas, mises en œuvre par le Sénégal, afin de sécuriser, n'est-ce pas, ces objectifs de production agricole, d'une part, et d'autre part, de protéger la santé des consommateurs et d'assurer et de participer à un échange commercial mondial sur les produits horticoles. Merci. Merci beaucoup, M. Guy, pour ce rappel par rapport aux politiques agricoles du Sénégal. Votre présentation a assez d'une importance capitale. Et vous êtes revenu sur le contrôle de la qualité des pesticides et le rôle important la structure Ceres Locus Stocks, et également par rapport à la confiance de vos résultats avec votre accréditation qui témoigne de la crédibilité des résultats. Donc, pour revenir, M. Gay, j'avais deux questions par rapport à votre exposé. Selon vous, quelle est la meilleure façon de décrire une politique publique? Si également vous pouvez donner des exemples. Et la deuxième question, c'est pourquoi les politiques publiques sont-elles considérées comme importantes? Et dans ce sens-là, si vous pouvez souligner les étapes fondamentales du processus d'élaboration des politiques publiques. Il y a deux questions. D'abord, oui, la première,
pêle-mêle-là. Donc, quelle est l'importance de... Quelle est la meilleure façon de décrire une politique publique? Voilà. Donc, la meilleure façon, je ne peux répondre que par rapport à ce que nous faisons ici au Sénégal, la politique publique en matière agricole que l'État du Sénégal met en œuvre et se présente comme suit. Et, euh, euh, on avait le cadre de dépenses sectorielles, hein. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle le document le DPPD, le document de programmation pluriannuelle des dépenses. Et là, c'est vraiment des programmes qui sont adoptés à la politique agricole et qui sont élaborés, hein, d'une façon participative, hein, avec la participation de tous les acteurs. Hein, tous les acteurs, je veux dire les producteurs d'abord, hein, ensuite toutes les structures d'encadrement du ministère, toutes les directions techniques, hein, tous les instituts et centres de recherche et sont impliqués. Et voilà, les contributions sont consolidées et la politique est déclinée et là, mise en œuvre et suivi et assuré par une direction qu'on appelle la DAPSA, c'est la direction de l'analyse, de la prévision et de la statistique du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Et tout cela adossé, n'est-ce pas, à la stratégie nationale, n'est-ce pas, de souveraineté alimentaire. Voilà. Maintenant, si vous pouvez répondre très brièvement à la deuxième question, il s'agit de pourquoi les politiques publiques sont-elles considérées comme importantes? Les politiques publiques sont considérées comme importantes parce que d'abord, ça nous permet de sécuriser, de suivre, de sécuriser l'exécution et de nous assurer qu'à chaque étape, que, n'est-ce pas, que les dispositions d'assurance de la qualité du travail, de la mise en œuvre. D'abord, si on regarde la chaîne de valeur, d'abord, on a tout ce qui est intrant. Voilà, c'est bien canalisé, contrôlé. On a sélectionné, n'est-ce pas? Nous, on nous a sélectionné après compétition au niveau national avec des auditeurs de l'IFDC qui sont passés au niveau national, voir tous les laboratoires. Ils ont fait leur rapport et on a été sélectionné. Donc, sur cette base-là, ensuite, contrôler en amont tout ce qui est intrant avec une procédure qui est déclinée par note de service du ministre de l'Agriculture pour dire voilà les engrais, comment on les réceptionne, comment on les commercialise, etc. etc. Si c'est des dons, voilà comment ça doit se faire, comment le contrôle, et tout le monde joue le jeu. Ensuite, lors de ces intrants sont distribués, comment c'est utilisé. Leur utilisation aussi est gérée par des directions techniques qui ont compétence à la matière, la direction de l'agriculture ou bien la direction de l'horticulture. Et après, les acteurs vont jouer le jeu et à la fin, tout ce qui est contrôle, n'est-ce pas, du produit récolté de la moisson, si c'est des produits céréaliers ou bien si c'est des produits horticoles, le contrôle de la qualité, de leur qualité sanitaire et entre. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment durant tout le cycle la chaîne de valeur, n'est-ce pas? Sur toute la chaîne de valeur, des contrôles, des dispositions de contrôle, d'assurance de la qualité des services donnés par les différents acteurs sont assurés. Et voilà ce qui fait que c'est extrêmement important. Et tout cela est dans une stratégie bien déclinée d'atteinte de la souveraineté alimentaire et même adossé à un autre document qu'on appelle la stratégie nationale de sécurité sanitaire des aliments qui découle d'une politique, n'est-ce pas, nationale, qualité,
Et rappelons que le Sénégal fait partie des premiers pays africains à avoir signé arrêté, pris un décret, n'est-ce pas, sur la politique nationale de qualité. Donc voilà très rapidement ce dont je peux répondre sur cette question-là. Merci. Merci beaucoup, M. Gay, pour les éclaircissements. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons noter une petite modification au niveau du calendrier due à des contraintes de temps de notre dernier panéliste. Donc, nous allons devoir l'introduire avant les autres. Il s'agit de Madame Cindy Parokil. Elle est économiste du développement normes, règlement et politique commerce numérique et durabilité et co-hôte de l'ISO du postcard sur les normes. Madame Cindy Parokil est titulaire d'un master en sciences d'économie du développement de l'Université d'Oxford. Elle est également titulaire d'un bachelor en sciences économie et études de gestion de l'Université de Sussex. Elle dirige le programme de l'ISO sur les normes et les politiques publiques qui vise à aider les membres à s'engager plus efficacement auprès des décideurs politiques et des régulateurs dans tous les secteurs pour utiliser les normes internationales et participer à l'élaboration des normes. Donc, Madame Cindy, je vais vous donner la parole pour faire votre présentation. Vous avez environ 5 à 10 minutes pour faire la présentation. Merci. Hi everyone. Can you see my screen? Yes. Okay, wonderful. Well, thank you so much. Yes. Thank you so much, moderator. It's my real pleasure to be here with you all today and delve further into ISO standards and public policy program aimed at helping our members engage more effectively with policymakers and regulators. So over the next 10 minutes, I'll start by providing some context. So a brief introduction to the international standardization system. I'll outline the relationship between international standards, members, and the WTO-TBT agreement. And then I'll look at the ISO standards and public policy program, and we'll conclude with a Q&A. So about ISO. ISO is the international organization. Sorry, I'm hearing the translator. Okay, can I continue? Okay, wonderful. So, we are the International Organization for Standardization. We are an independent, non-governmental organization, and our primary role is to make voluntary, market-driven, needs-based international standards to address global needs. And our vision is to make lives easier, safer, and better. So the ISO system has 3 key pillars. One being our members. We are essentially a global network of 170 national standards bodies with 1 member per country. So they represent ISO in their country. They enable national experts and stakeholders to participate in the standards development process, both at the national level and international level. At the international level, they approve standards by voting, they propose new, and they can also propose new standards. And then we have our experts who actually write the standards. They can be nominated by our members or by partner organizations. And then there's finally us, the ISO Central Secretariat based in Geneva. And we coordinate the system, provide a neutral platform for experts to get together and build consensus. So just a few points about our members. So 125 of the 170 members are from developing countries, of which 45 are from Africa. Oh, wow, what's happening there? That's interesting. Sorry about that, are from Africa. Let me use this opportunity to say that regional standards organizations are a really important partner for us. In the case of Africa, we now have an MOU with ARSO, so we signed that last year, whereby ARSO has now full access to our standards for the purpose of harmonization and endorsement. But now back to our members. So most of our members are in some way part of government. They usually are part of the Ministry of Trade, Industry, or Science and Technology. And they undertake standards development and conformity assessment activities. And 76% of our developing country members are also the WTO-TBT national inquiry points.
what does this actually mean in practice? That they have an important role to play in facilitating access to information related to technical regulations, standards, and conformity assessment procedures, both at the national level and at the international level. So they have the goal of facilitating international trade. But what does this mean in the framework of the TBT agreement and ISO technical regulations and conformity assessment? So the WTO TBT agreement, the signatories of that says members shall use relevant international standards as the basis for technical regulation and conformity assessment, except when they are ineffective or inappropriate to achieve policy objectives. It says relevant standards in the agreement, so it does not specify who are the standardizing bodies, unlike the SPS agreement. So instead, what they have done, the WTO TBT committee has done, is that they've published 6 principles for the development of international standards. So if a standardizing body complies with those, then the standards it produces are seen as to not cause technical barriers to trade. So the key message I just want to deliver here, so the principles are listed, is that the standards developed by ISO, IEC, and ITU follow the same principles for the development of international standards, and we have a few of our own as well on top of that. So although the TBT agreement highlights the need to use international standards as the basis for technical regulation, and considering that this practice is also a good regulatory practice, what are, in concrete terms, the benefits to regulators? So through the diverse stakeholders and experts we involve in the standards development process, we can say that that referencing international standards in technical regulations has some clear benefits. One, regulators can expect technical legitimacy, broad acceptance, and assume that it reflects the latest technological development as well as international best practice, and thereby also helps to improve regulatory agility. Regulators can save resources, so there's no need to reinvent the wheel if you rely on standards that are developed by technical experts. This practice will also enable international regulatory cooperation, because if standards are based on if technical regulations are based on international standards and countries use common standards, then you can smooth over regulatory differences. So referencing standards can also facilitate trade. It can also help build trust. So there are some clear benefits of using standards, and despite the fact that 75% of our members are part of their governments in some capacity, we standardizers know that engaging with policymakers is not easy. It is and that is for various reasons. And this is also a problem that is equally there for developed and developing countries. So to address this need, we have developed a capacity building program aimed at helping our members engage more effectively with policymakers and regulators to get them to participate in standards development and then to use standards to help achieve their policy objectives. So just quickly about the program. So in terms of context, we live in a world characterized by unprecedented change and the growing need to build trust. And policymakers and regulators are increasingly in situations where they need to use all policy levers available to them, including standards, to achieve their policy objectives at pace. But we also hear in the news that governments are using regulation and legislation to address many current and future challenges related to digital and sustainability. We also hear that regulation is not agile enough. There's a rise in regulatory fragmentation. And in simple words, regulation alone is not enough to address the challenges that we grapple with these days. And we know that voluntary instruments can support policymakers in this journey. However, the reality is that this is not the case. They're not really using international standards to the fullest, and they're not also engaging with national standards bodies to support them in this journey. So the question and task at hand is, how do we land this important message to policymakers, and how can the ISO community work with policymakers to leverage standards and the capacity of NSBs?
So based on this need raised by our members, we launched the ISO Standards in Public Policy program last year with 2 key deliverables that have been published. One is the Standards in Public Policy program that Philip already showed earlier, which comprises of 2 key components, a technical guide and a step-by-step guide. So the technical guide really explains the nexus between standards, public policy, and technical regulations. It outlines the value of standardization, and conformity assessment, that is an important part within the frame of good regulatory practice, regulatory impact assessment, and within a global trade perspective. This is very important because, as I mentioned, our members are often part of the TBT National Inquiry Points. And then there's a step-by-step guide, which provides some practical recommendations and steps for engaging with policymakers. But there's a second deliverable that we just launched last week. So if you haven't had a chance to look at it, please do. And this one really highlights how national standards bodies can play a pivotal role in supporting public policy across the public policy lifecycle. So this is from problem identification, policy analysis, formulation, implementation, stakeholder engagement, you name it. So please have a look at that to see more. This is my last slide. And here I just wanted to mainly note that the 2 deliverables that I mentioned are just the starting point. We've developed a program of action to work with our members and help the ISO community build more fruitful or strengthened partnerships with policymakers. And it comprises of 6 key components. So you heard about the toolkit and the primer documents. I won't go into that, but I'll just touch briefly on the thematic policy briefs. So our members have raised the need for support to engage with ministries beyond their line ministry, so beyond the Ministry of Trade, Industry, Science and Technology, because of the intertwined policy challenges that we're grappling with. Therefore, we are developing concise policy briefs to help our members get up to speed, particularly for those smaller members, to help them get up to speed on what are the policy issues in key areas. What are governments doing at the national, regional, and international level to address these policy challenges? And what are the key ISO standards? What are the key technical committees? And how can the NSB help? So these are some collateral. This is some collateral that we're developing. But we don't want to just produce collateral. We want to do more and really pave the way to establish fruitful partnerships. So over the next years, we'll be organizing regional policy workshops with a thematic focus, bringing together policymakers, regulators, and the national standards bodies to make progress on using international standards to achieve policy objectives. And we're going to kick off with a workshop in Africa this year. In parallel, we're conducting research to understand how to reference standards in regulation, so developing a compendium of approaches to referencing standards in regulation to make sure that we're giving up-to-date advice to governments. We're also conducting case studies, collecting good practices on how standards can support what our members doing, so really to build up that knowledge base. And finally, we will be also offering follow-up capacity building programs at the national level based on the need and the resources available, with the goal of creating a network of standards champions in government bodies who have the knowledge and capacity to work together. So by doing all of this, our goal is to create a dynamic community of interest comprising of national standards bodies, policymakers, regulators, the QI institutions, and the private sector who use international standards to achieve policy objectives to make standards-led growth a reality. Thank you. Merci beaucoup, Madame Cindy. Merci pour cette présentation. Vous êtes revenu sur le rôle de l'ISO, l'Organisme international de normalisation, et également sur la façon dont les normes peuvent aider les décideurs politiques et les organismes réglementaires. J'aurais quand même une question par rapport à votre présentation. Selon vous, en ce qui concerne les règlements techniques, quel est le rôle de l'évaluation des effets de la réglementation dans l'élaboration d'une politique publique? Okay, so if I understood your question correct, it's how do standards support policymakers and regulators in policy development and implementation, right? Yes. Yeah. Okay, so standards can have an important role in many ways, but I'll start by taking a step back. So governments develop public policy, as we heard earlier, to solve a particular problem, realize an opportunity, address certain needs.
but they also have to make a choice in terms of what is the best instrument for achieving the objectives, and that is not an easy task. So they need to make sure that they need to minimize the unintended impact or unintended consequences of the policy choices that they make. So when governments are considering regulating, it's important that they consider various alternatives. And this is an important part of the public policy making process. So they can choose to do nothing, to do something. And what does it mean? Is it a light touch or intensive? So it is really important to compare regulatory solutions, both mandatory, with private sector self-regulation, co-regulation, incentives, tax options, and voluntary action, including standards. And this should be part of the regulatory impact assessment. So let's say a government decides that a regulation is required. A key recommendation is to use international standards within the frame of good regulatory practice. And we also heard that in terms of technical regulations. Standards can also inform the development of technical regulations. So that's another way in terms of the development, how standards can support. Now, there's also a trend towards moving towards outcome-based risk approaches to regulation. So incentivizing compliance by rewarding good behavior. So for things such as earned recognitions and they try to share this, promote this idea of shared ownership and increased trust between regulators and industry. So here, in order to achieve the intended benefits of that model, it is important it's important to consider standards in the policy implementation part. So as international standards are developed through consensus and in a transparent manner and encourages everyone to take part in it, referencing such standards in technical regulations provides an assumption that there is technical legitimacy, stakeholder buy-in, and that there will be general acceptance. So, there's a clear reason to consider it in the development and in the implementation. But what I really want to stress as well is that national standards bodies can play a pivotal role in supporting public policy across various stages of the policymaking lifecycle, which I mentioned below. So if I were to sum up what I said, I'd say during the policy development and implementation, it is important that policymakers consult stakeholders, including NSBs, identify and consider alternatives, including standards to achieve their objectives, consider how standards can support policy implementation, and see how to work with the NSB in this process. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, Madame. Donc, nous allons revenir par rapport au sous-thème numéro 2 sur les politiques publiques définition avec comme intervenant M. Sidi Ndiaye. Il est directeur des projets et programmes au niveau de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER. M. Sidi Ndiaye a un master en gestion et administration des marchés publics, des DSP et des PPP, domaine marché public et partenariat public-privé de l'Université Alioune Diop de Bambey. Il est ingénieur de conception en génie électrique, option électronique, électrotechnique, automatique, informatique et industrielle de l'École polytechnique de Dakar. Il a plus de 15 ans d'expérience. Il est spécialiste des marchés publics. Monsieur Ndiaye, si vous m'entendez, je vous passe la parole pour faire votre présentation. J'insiste quand même sur le fait qu'à ce temps-là, nous devrions passer à la session questions-réponses. Donc, nous avons un peu des contraintes de temps et je compte sur vous pour essayer de nous rattraper un peu. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Monsieur Ndiaye. Voilà, merci beaucoup, Madame la modératrice. Mais tout d'abord, permettez-moi de féliciter chaleureusement le DG de l'ASN, Monsieur Abdrahman John, et son équipe pour l'excellent travail abattu au Sénégal. C'est le moment pour moi de le dire, hein, notamment l'équipe qui travaille dans le secteur de l'énergie. Je veux nommer M. Hassan Meng et M. Sangaré. Il y a aussi Mme
Jeju. Voilà, donc c'est le moment quand même pour vous remercier et vous encourager pour le travail important que vous êtes en train d'abattre dans les différents secteurs d'activité au Sénégal. Aussi, je remercie Arso d'avoir accepté notre invitation à cet important webinaire. Voilà, donc ma présentation va se tenir normalement sur 2 minutes. Je vais sans tarder partager mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Oui, c'est bon maintenant. Voilà. Attends, je vais faire ça en gros plan. Voilà, donc je m'en vais vous faire la présentation des rôles et applications des normes dans la mise en œuvre des politiques publiques. À cet effet, je vais vous faire une brève présentation de l'ANER. L'ANER, c'est l'Agence nationale pour les énergies renouvelables du Sénégal, qui a été créée en mai 2013 et placée sous la tutelle technique du ministère du Pétrole et des Énergies. Elle a pour mission principale de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité, y compris la bioénergie. Notre vision, c'est de devenir une agence forte et dynamique, fédératrice de toutes les parties prenantes du secteur des énergies renouvelables qui accompagne le développement de l'écosystème privé pour renforcer la pénétration des énergies renouvelables au Sénégal. Mais pour arriver à cela, il faudrait beaucoup sensibiliser sur cette forme d'énergie qui est souvent intermittente, mais aussi gagner la confiance des utilisateurs par rapport à la qualité des produits. Le Sénégal l'a si bien compris en élaborant une stratégie permettant d'asseoir les bases de la qualité à travers l'adoption en mars 2017 de sa politique nationale qualité qui va permettre de répondre aux exigences du marché en vue de résoudre les freins au développement du secteur productif sénégalais, assurer la conformité des biens et services importés ou produits localement, mais aussi promouvoir un développement économique durable et assurer la protection de la santé des populations. C'est pourquoi tous les documents de référence, les documents stratégiques sont inspirés de cette politique nationale qualité en matière de qualité. Donc, je veux nommer le plan Sénégal émergent, mais aussi il y a la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie qui a parlé de la mise en place d'une infrastructure qualité. Et c'est quoi une infrastructure qualité? Vous le connaissez bien, quelqu'un l'a défini. C'est un dispositif de promotion et de contrôle de la qualité des équipements en énergie renouvelable dans le domaine des énergies renouvelables. Idéalement, l'infrastructure qualité doit être composée de plusieurs acteurs, notamment le secteur de la métrologie qui est chargé d'assurer la fiabilité des instruments de mesure. Au niveau du Sénégal, on a le laboratoire africain de métrologie. Donc, au niveau international, il y a l'Organisation internationale de la métrologie légale. On doit également avoir les instances d'accréditation. Donc, pour les instances d'accréditation, il y a ILAC qui s'occupe de l'accréditation des laboratoires. Il y a aussi le SWAC au niveau sous-régional, au niveau de l'UEMOA. On doit avoir aussi l'implication des laboratoires d'essai. Donc, en termes de laboratoires d'essai, nous avons le CRR, le Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables. Il y a aussi l'ESP. Il y a aussi un autre laboratoire privé dénommé CT2S, comme laboratoire avec qui nous décidons de travailler dans le domaine du solaire photovoltaïque. Il y a aussi les instituts de normalisation qui doivent jouer un rôle extrêmement important. Là, on note l'ASN au niveau Sénégal, qui travaille également en étroite collaboration avec l'ASI. Il y a les centres de formation. Aujourd'hui, on a beaucoup de centres de formation qui offrent des formations de base et des formations complémentaires et académiques pour le milieu professionnel. Donc, sur ce point-là, il y a l'ESP, on peut citer l'université,
CNQP, Prokelec, pour ne citer que cela. Il y a aussi les organismes de certification et les bureaux de contrôle. Donc, en matière de certification, il y a aussi l'ASN qui s'active sur ce point-là. Et maintenant, il faut que toutes ces structures travaillent en étroite collaboration pour asseoir les bases de la qualité et avoir, in fine, des installations et des composants de qualité. Et derrière, l'État doit légiférer pour rendre possible cette synergie. Bon, innovation majeure apportée et en cours de réalisation sur les normes, le cadre législatif et réglementaire. Donc, pour les innovations majeures, elles se présentent comme suit. Donc, en ce qui concerne l'adaptation des normes, nous avons identifié et fait l'étude pour adoption de 45 normes avec l'appui de l'Association sénégalaise de normalisation à travers le comité électrotechnique national. Et par la suite, sur la liste des 45 normes, on a reçu 8 normes de qualité qui seront retenues plus tard pour application obligatoire. Mais comme vous le savez, et je pense que le DG l'a si bien dit à l'entame de ses propos, les normes étant d'application volontaire, nous avons besoin d'avoir une phase intermédiaire pour voir un peu les mesures qu'on va appliquer. Est-ce que ça ne peut pas créer des goulots d'étranglement pour les entreprises qui s'adonnent à l'importation de produits? Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire une incitation fiscale pour permettre aux populations, pour attirer les populations sur l'acquisition d'équipements de qualité. Donc, c'est pourquoi le ministre a signé en mai 2020 un arrêté interministériel portant exonération de la TVA sur les équipements de production d'énergie renouvelable. L'exonération est obtenue à travers un quitus qui est délivré par l'ASN à travers le comité électrotechnique national après vérification de la conformité des certificats fournis par le requérant par rapport aux normes qui sont retenues. Maintenant, il est important de souligner que ce certificat-là doit être présenté à l'administration douanière. C'est pourquoi, au moment de l'élaboration de l'arrêté, nous avions formé toute la chaîne de l'administration douanière pour leur permettre de reconnaître les caractéristiques techniques des équipements qui sont concernés par l'arrêté. Aussi, en matière de réglementation, il y a le décret qu'on a signé en juillet 2017 portant interdiction des lampes à incandescence et la promotion des lampes à économie d'énergie et l'arrêté sur l'exonération. Il y a aussi un autre décret rendant obligatoire l'application des normes de qualité. Je parle des 8 normes que je viens de citer, qui doit être accompagné par 2 arrêtés d'application. Donc, en ce qui concerne le décret, nous avons déjà élaboré le projet de décret qu'on a soumis à la direction de la stratégie et de la réglementation du ministère du pétrole et des énergies. Et par la suite, on a fait une validation avec une large concertation de tous les acteurs du secteur de l'énergie avant de soumettre le document qu'on a au secrétariat permanent du gouvernement. Donc, c'est le secrétariat permanent du gouvernement qui est l'étape finale qui va nous permettre de mettre en vigueur le décret. Parallèlement, les 2 arrêtés qui vont l'accompagner sont en train d'être élaborés, mais l'objectif de ces arrêtés, pour le premier, ça va permettre d'octroyer des agréments aux labos qui vont faire le travail de test, mais également de faire le retrait de l'agrément au cas où le labo qui est déjà agréé ne respecte pas ses obligations contractuelles. L'autre décret va permettre également de fixer les prix des tests, mais également les délais réglementaires à ne pas dépasser pour rendre les résultats de tests. Voilà, donc étant donné qu'on est en train de faire rendre obligatoire l'application de ces normes, on a préparé les laboratoires publics, notamment le CRR et l'ESP, à travers un financement de 2 millions d'euros qu'on avait à partir de la coopération allemande, à travers le PTB qui constitue l'Institut allemand de la métrologie. Et ce financement nous a permis d'équiper le CRR et l'ESP. Aujourd'hui, le CRR est capable de faire les tests par rapport aux panneaux et l'ESP les tests par rapport aux batteries, onduleurs et régulateurs. Bon, en ce qui concerne le CT2S, qui se trouve être un laboratoire privé,
ils bénéficient de ce projet, mais en termes de renforcement de capacité. Voilà, donc le fait d'appliquer ces normes, parce que on sait que le décret n'est pas encore obligatoire, mais nous qui sommes une structure porteuse de ce grand programme, nous avons déjà commencé à nous l'appliquer, parce que dans tous nos marchés publics, on rend obligatoire l'application des normes. L'entreprise titulaire d'un marché doit obligatoirement faire un prélèvement de 5% des équipements acquis à faire tester au niveau des laboratoires. Et cela nous a valu un réel succès, un grand succès dans tous les projets que nous sommes en train de réaliser. Donc, et j'en profite pour vous présenter le programme d'éclairage public solaire pour lequel nous avons installé 50 000 lampadaires. C'est un programme qui avait démarré en 2019 et a été finalisé en juin 2022. Et le retour positif qu'on avait des populations sur la qualité du produit nous a permis au président de nous accorder une deuxième phase. Et là, la deuxième phase est en cours de réalisation. Elle est prévue pour l'installation de 103 000 lampadaires. À ce jour, on a installé plus de 60 000 lampadaires et actuellement, on se projette pour une troisième phase qui portera sur 165 000 lampadaires. Pour vous montrer un peu l'importance de l'application des normes dans les politiques publiques. Et il y a aussi un programme qu'on fait sur les chambres froides solaires. C'est pour la conservation de produits halieutiques et agricoles. Donc, on en a fait des phases pilotes. Et là, on est en train de rechercher un financement pour aller vers une phase de généralisation. Aussi, il y a un autre projet extrêmement important qui consiste à faire le remplacement de systèmes de pompage solaire par des pompages diesel. Voilà, donc on remplace les systèmes diesel par des pompages solaires, c'est le contraire. Voilà, donc ça, on le fait dans la zone des Niayes pour accompagner les maraîchers qui y sont, pour leur permettre de réduire leur charge d'exploitation. Il y a un autre projet important pour la réduction de la facture des bâtiments de l'administration. Pour ce projet-là, on a déjà réalisé une phase pilote dans 4 hôpitaux régionaux et à ce jour, on a eu un financement pour la phase de mise à l'échelle. Il y a une entreprise qui est déjà sélectionnée qui va bientôt démarrer pour la solarisation de plus de 300 bâtiments de l'administration. Donc, parmi les projets importants, il y a aussi le projet d'installation de plateformes solaires multifonctionnelles qui est souvent réalisé dans des zones qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est une plateforme qui est constituée d'une mini centrale qui alimente des équipements productifs tels que des moulins à mille, des congélateurs pour la production de glace, une unité de potabilisation d'eau, un banc de rechargement de téléphone portable. Donc, la plateforme est destinée aux groupements de femmes qui sont dans ces localités défavorisées pour leur permettre de générer des activités, de faire des activités génératrices de revenus. Voilà, pour terminer avec le projet d'unité de potabilisation d'eau, c'est un projet pilote qu'on a installé à Gagnaï. L'unité est alimentée par un système solaire pour lutter contre les maladies hydriques et la filurose chez les enfants, parce que ça produit de l'eau potable qui n'a pas de danger. Voilà un peu les éléments que je voudrais partager compte tenu du temps qui nous est imparti. Donc, je m'en arrête là et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le secteur de l'énergie et tout ce qui est réglementation. Vous avez revenu sur le rôle important des normes et également de la casquette de certificateur de l'ASN. Et vous avez également parlé de la réglementation, de ce qui est fait au niveau du secteur de l'énergie, à passer par l'exonération du TVA sur les matériaux solaires. Votre présentation est assez d'une importance capitale. J'aurais juste une question, si vous le permettez, et assez rapidement. Selon vous, M. Ndiaye, comment les normes aident les décideurs et les organismes réglementaires à préparer, adopter et vont appliquer les politiques publiques? Est-ce que vous pouvez revenir sur la question? Je disais, selon vous, comment les normes aident les décideurs et les organismes réglementaires? Bon, les normes ont pour rôle de valider des standards internationaux ou bien des standards qui sont appliqués en prenant en considération le contexte environnemental.
bon, ça permet à tout le monde, elles permettent également à tout le monde d'être d'accord sur les résultats obtenus, sur les caractéristiques techniques obtenues et la certification. Voilà, donc quand vous investissez dans un produit qui est de qualité, ça vous permet d'économiser parce que les produits qui sont de non-qualité, en général, tu les utilises pour quelque temps et ça se détériore. Voilà, donc les politiques publiques doivent respecter les normes pour qu'on puisse avoir des investissements qui vont durer sur le long terme. Merci beaucoup, je vous remercie pour ces éclaircissements. Merci. Nous allons passer au sous-thème numéro 3, qui est sur le secteur privé et la politique publique, les rôles et les effets, avec comme intervenant M. Abdelrahman Diop. M. Diop est ingénieur de conception en génie civil, BTP hydraulique. Il est le directeur général de AGTS Sénégal, AGTS Côte d'Ivoire et de la République de Guinée. Merci beaucoup. Je vous en prie. M. Diop a occupé son premier poste en tant que directeur technique de Bexim. Il rejoint en 2011 la boussole AGTS, qui est devenue AGTS en 2017, en tant que directeur général adjoint, puis directeur général depuis 2015. Donc, AGTS est un bureau, et le premier bureau d'ingénierie certifié MAS, et également a remporté plusieurs distinctions, dont le premier prix de l'Oscar national de la qualité, qui est organisé par l'Association sénégalaise de normalisation. Donc, M. Diop s'est inscrit au MBA international de Paris IAE Dauphine, Sorbonne. Il est le président de l'amicale des diplômés de l'EPT, l'École polytechnique de Thiès, ADEPT, qui regroupe plus de 1500 ingénieurs. Il est également membre fondateur et secrétaire général de l'Association des laboratoires et des bureaux d'études géotechniques, ALBEC. Et il est le secrétaire général de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route AGEPAR. Et M. Diop est également actuellement le président du comité technique en charge de la rédaction du décret d'application du nouveau code de la construction qui a été adopté en décembre 2023. Monsieur Diop, vous avez la parole pour faire votre présentation. Merci. Je compte sur vous pour être assez bref, vu les contraintes de temps. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Diédiou. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais anticiper en partageant mon écran. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Merci. Donc, pour aborder donc, le sujet, nous allons sur le plan suivant. D'abord, parler du contexte, du rôle donc, des politiques publiques et en tout cas du secteur privé dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et également des initiatives qui sont engagées dans ce sens. Nous parlerons en troisième point des effets des politiques publiques sur le secteur privé, en tout cas ses performances. Et enfin, nous terminerons par quelques recommandations. Déjà, en termes de contexte et enjeux, c'est vrai que j'ai donné ici l'exemple du plan Sénégal émergent parce que c'est aussi co-organisé par l'ASN. Mais tous les pays, de façon générale, particulièrement les pays en Afrique, ont des plans de développement. Pour le Sénégal, c'est le PSE. Et nous remarquons que pour tous ces plans de développement-là, il y a deux aspects qui reviennent à chaque fois, c'est-à-dire la transformation structurelle de l'économie et le développement du capital humain. Quelle que soit la façon dont c'est formulé, ces deux aspects reviennent. L'économie, le développement, donc la transformation structurelle de l'économie, et le capital humain, c'est-à-dire en s'appuyant sur le capital humain. Pour cela aussi, entre autres mesures, donc l'État a mis en place un certain renforcement au niveau de l'ASN pour mieux coordonner donc, la normalisation et la certification de conformité aux normes. L'ASN aussi est en train de faire un travail en termes de promotion de la normalisation et de la qualité, mais également en termes d'élaboration de normes nationales dans les différents secteurs, sachant que dans la plupart des cas, on utilisait des normes internationales. Tout ça dans un contexte assez particulier qui est la mondialisation, donc l'existence de marchés concurrentiels, donc de plus en plus dans les différents pays, en tout cas des entreprises étrangères ou communautaires donc viennent compétir. Et on constate aussi, il faut le dire, donc en tout cas le secteur privé se plaint beaucoup de ça, d'un déficit d'accompagnement du secteur privé national par nos États. C'est vrai que la façon dont nos États l'expliquent, c'est souvent que
ils disent que les entreprises nationales, parfois, elles ne sont pas sérieuses, elles ne respectent pas les délais ou bien elles ne garantissent pas une certaine qualité de prestation. Mais ça, ce que je dis souvent, ce que je réponds souvent à ça, c'est que moi, en tant que père de famille, si j'ai des enfants et que tous mes enfants, je dis que tous mes enfants ne sont pas bons ou bien ne sont pas ratés, entre guillemets, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec, ça veut dire que je n'ai pas fait ce que je devais faire en termes d'éducation pour eux, mais je n'ai pas fait également ce que je devrais faire en termes de, en les mettant dans un environnement qui leur permette de réussir. Donc, ça, c'est un aveu d'échec et ça, on va y revenir plus tard, donc, de la part de l'État. Aussi, les associations de consommateurs, quand je dis consommateur, ce n'est pas seulement le consommateur final, mais également le consommateur qui est le secteur privé en tant que sous-traitant ou bien en tant que fournisseur d'une autre entreprise publique ou privée, ne s'identifie pas effectivement aux associations de consommateurs qui sont en place, dont on ne sait même pas parfois comment ces associations ont été créées. Il y a aussi un déficit de communication et de sensibilisation par rapport à l'application et à l'applicabilité des normes, même s'il y a un grand travail qui est en train d'être fait par des structures comme l'ASN. Le manque d'implication du secteur privé, il faut le dire. Parfois, le secteur privé est dans une démarche attentiste et ne va pas parfois vers l'information ou bien ne fait pas des propositions, ne fait pas force de proposition. Et le caractère évolutif des attentes des consommateurs. Parlant des rôles donc, du secteur des politiques publiques sur la performance du secteur privé et des initiatives qui sont engagées, nous pouvons répertorier un certain nombre de points. C'est l'élaboration de normes nationales dans les différents secteurs d'activité de manière inclusive, ça il faut le reconnaître. L'ASN, en tout cas au Sénégal, l'ASN est en train de faire un grand travail sur certaines normes, que ce soit dans le secteur de la construction, mais également dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, mais également sur d'autres secteurs. Et surtout, ce qu'il faut saluer, c'est que c'est fait de façon assez inclusive en impliquant les différents acteurs. Par exemple, quand je prends les normes sur l'utilisation des matériaux, par exemple le fer à béton ou bien les matériaux innovants, donc l'ASN recourt à des spécialistes du secteur privé et qui travaillent également avec des laboratoires comme nous pour la mise en place de ces normes et leur application. La représentation des intérêts du secteur privé dans les instances régionales et internationales. Je pense que le panel qui est en train de se tenir en est une parfaite illustration. La régulation des secteurs d'activité, la mise en place de services publics et privés d'évaluation de conformité et des conformités accréditées. C'est-à-dire, c'est vrai que l'État a un rôle régalier à travers l'ASN, tout ce qui est certification, normalisation, c'est à l'ASN que l'État a délégué ce rôle. Mais l'État peut aussi et gagnerait aussi à collaborer avec des structures privées qui pourraient en tout cas suppléer l'État, l'accompagner dans donc, ces analyses et ces évaluations de conformité. Bien sûr, ces structures doivent être aussi des structures accréditées. C'est vrai qu'il y a un grand travail encore à faire. Et quand je dis accréditation, ce n'est pas seulement par rapport à la normalisation, ce n'est pas seulement par rapport à la certification, mais c'est aussi par rapport à la performance des entreprises. Parce que finalement, c'est la même chose. Quand on dit la définition de l'objectif visé à travers la mise en place d'un système de management de la qualité dans une entreprise publique ou privée, c'est la satisfaction finale du client. On peut mettre des objectifs, on peut mettre beaucoup de processus, mais la finalité, tous ces processus avec leurs objectifs spécifiques doivent concourir à l'atteinte des objectifs généraux et ces objectifs concourent à l'atteinte de la satisfaction du client. Donc, parfois, ça me fait un peu mal quand je vois, parce que l'ASN avait commencé à organiser des événements comme l'Oscar national de la qualité, qui a débouché sur le prix de la qualité au niveau UEMOA, mais également au niveau CEDEAO. Ça, c'est des façons de promouvoir la qualité, de promouvoir la performance des entreprises. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus
que n'importe qui peut se lever, dire que je vais organiser la nuit ou bien le gala de la performance de telle ou telle autre chose, alors que finalement, il n'en est rien. Nous, on a été parfois invités à ce type de gala ou d'événements qui consacrent la performance. La première chose qu'on a demandé, c'est quels sont les critères? Est-ce que vous allez faire un audit? Est-ce que vous allez venir faire chez nous, faire un audit de notre système de management stratégique, faire un audit de la façon dont nous l'appliquons, interroger nos clients, comme l'a fait l'ASN quand il s'agissait de faire l'Oscar national de la qualité, ou bien l'UEMOA et la CEDEAO, quand il s'agissait de faire les prix sur la qualité au niveau communautaire. Ils étaient venus dans les différents bureaux, en tout cas des participants, auditer leur système de management, auditer comment ça s'est appliqué, interroger leurs clients pendant une semaine, et là, partir sur la base de critères clairs, et là, partir pour faire leur sélection. Mais là, ça ne se fait pas. Et au contraire, on vous demande de payer 15 millions. Mais le pire dans tout, c'est que parfois, quand vous regardez à la télé ces événements, à la première rangée, vous voyez des ministres de la République. Ça veut dire que c'est eux-mêmes, finalement, c'est l'État, finalement, qui cautionne ça. Donc, et ça ne va pas dans le sens en tout cas, de la promotion de la performance des entreprises du secteur privé national par l'État. Il y a aussi donc l'aide à la structuration et au financement des entreprises. Ça aussi, ça fait partie donc des rôles des politiques publiques financées. Mais avant de financer, il faut d'abord aider à la structuration. Et quand vous financez, il faut également accompagner pour que ce financement crée la valeur ajoutée en termes d'emploi, en termes de taxes qui est visée donc, pour contribuer au développement du pays. L'appui à la compétitivité et à l'accès à la commande publique, mais aussi au marché international par la promotion de l'exportation des produits et services. Là aussi, c'est extrêmement important que l'État que les États appuient à la compétitivité. Quand vous voyez dans certains pays, quand le roi du Maroc voyage, quand les présidents des pays développés voyagent, chaque fois dans leurs avions, ils viennent avec leur secteur privé national pour les positionner, pour les renforcer également. Ils ont mis en place des banques d'exportation qui permettent de financer les entreprises qui veulent en tout cas partir à l'exportation. La promotion de la performance, je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, quels sont les effets de la politique publique sur l'amélioration des performances du secteur privé? C'est d'abord l'amélioration de la sécurité et de la qualité des produits et des services, c'est extrêmement important. La prise en compte des besoins changeants des clients et les technologies émergentes. La conformité réglementaire pour l'industrie, je parle de conformité, mais également de performance, de certification. Une lutte plus efficace contre la concurrence déloyale, notamment le dumping et la contrefaçon. La protection des consommateurs, c'est extrêmement important. Et quand je parle de consommateur, encore une fois de plus, ce n'est pas le consommateur final seulement qui est visé, mais également le client qui peut aussi être une entreprise. La maîtrise de l'approvisionnement du marché, c'est extrêmement important. L'accroissement de l'efficacité et les performances des entreprises, compétitivité du secteur privé au marché national et international. L'apport de financement, j'en ai parlé tout à l'heure, et le partage de risques en termes de politique de partenariat public-privé. Et à la fin, l'impact direct de la croissance sur les populations en termes de création d'emplois, en termes d'augmentation de pouvoir d'achat. Ça, je me permets d'insister sur ce point parce que quand vous n'accompagnez pas assez votre secteur privé national, vous avez des politiques de développement, d'infrastructures, d'énergie, d'habitat. Malheureusement, c'est des entreprises étrangères. On ne vit pas en autarcie, on est en phase mondialisation, on est dans la mondialisation. Mais quand même, ces infrastructures vont être réalisées par le contribuable local. Donc, il est important que ce contribuable local ait un accès aux parts de marché. Et sinon, quand c'est fait que par des entreprises étrangères, on parle de croissance, mais ce sera une croissance extravertie à laquelle ne vont pas bénéficier les populations. Quelques recommandations pour finir, Madame Diédiou. Revoir et analyser donc, les initiatives d'échange public-privé, c'est extrêmement important.
mettre en place un cadre permanent de concertation et un agenda de travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées, mais parfois, il n'y a pas de cadre. Il faut vraiment créer un cadre entre le secteur privé qui porte les politiques publiques, le secteur public du moins qui porte les politiques publiques, et le secteur privé qui doit contribuer au déploiement, à la mise en œuvre de ces politiques publiques pour que ça ait un impact, sur le développement du pays, pour que ça ait un impact sur les populations, même si c'est au niveau communautaire. Élaborer une base de données fiable de toutes les organisations patronales, les associations professionnelles, ainsi que leurs missions et objectifs. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que ceux qui parlent au nom des organisations patronales, au nom du secteur privé, représentent réellement le secteur privé. Il faut vraiment qu'il y ait un cahier des charges, en tout cas dans la création, pour la création des associations, des organisations patronales ou bien des associations professionnelles, et que l'État ne cautionne pas que n'importe qui puisse se lever, dire que je parle au nom du secteur privé, et qu'en réalité, il n'en est rien. Cautionner l'appui par l'État aux entreprises par l'atteinte d'objectifs mesurables et mesurés à travers des indicateurs de performance. L'État a le rôle, le devoir d'appuyer le secteur privé national. Mais cet appui-là doit se faire à travers un contrat de performance. C'est-à-dire que l'État dit, je suis prêt à vous appuyer, mais voici mes attentes. Il y a beaucoup de structures comme le Fonds 6, comme certaines banques détenues majoritairement par l'État qui appuient, en tout cas qui ont pour rôle d'appuyer le secteur privé national, de créer des champions nationaux, mais il faut que l'État mette en face ces conditions en termes de création d'emplois, en termes d'exportation, en termes de valeur ajoutée de façon générale. Mettre en cohérence les concepts et les pratiques, c'est extrêmement important. Il y a des concepts, il y a des programmes, il y a des plans, mais il faut vraiment que ça soit en cohérence avec les pratiques. Et enfin, instaurer une collaboration scientifique avec les organismes d'élaboration des normes nationaux et internationaux. Donc ça, je suis sûr que l'ASN joue un rôle prépondérant dans ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc notre participation donc, à ce panel, à ce webinaire, en est une parfaite illustration. Donc, Madame Diédiou, merci. Je suis allé très vite. Voilà. J'espère que j'ai su me faire comprendre. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, DG Diop. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et ces recommandations également. Merci d'être revenu sur la nécessité pour l'État de travailler en parfaite collaboration avec le secteur privé pour atteindre les différents objectifs politiques. Donc, M. Diobius, allez encore beaucoup plus rapidement poser une question. Selon vous, comment est-ce que le secteur public doit être impliqué dans le processus d'élaboration de ces politiques-là? Comment? Le secteur public ou le secteur privé? Le secteur privé, autant pour moi. Comment est-ce que le secteur privé doit être impliqué? C'est extrêmement important d'impliquer le secteur privé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les États définissent des politiques, les appliquent, mais dans l'application, ils ont besoin du secteur privé. Donc, il est important que le secteur privé soit impliqué en amont à travers déjà le retour de son expertise, ses retours d'expérience, d'autant plus que c'est un secteur privé qui s'exporte parfois, fait du benchmarking, peut ramener ce qui est bien ailleurs au niveau local, mais également en l'impliquant sur la mobilisation de capital. Parce qu'on sait que nos États ont des visions claires, ont des objectifs clairs, ont des politiques claires, c'est bien écrit, mais parfois se heurtent à la mobilisation des financements, des investissements pour l'aboutissement de ces politiques. Et le secteur privé peut effectivement contribuer donc, à la mobilisation de ce capital. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Je vous remercie vraiment. Là, maintenant, nous allons passer à la dernière session questions-réponses. Nous allons ouvrir les micros. S'il y a des intervenants, vous pouvez lever la main et poser votre question. Nous vous demanderons juste d'être très succinct et de faire ça très rapidement parce que nous avons déjà terminé. La réunion devrait déjà être terminée, donc nous demanderons juste d'être très, très précis. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? D'accord, je vois qu'il y a une main levée. Monsieur Mbakignan, vous avez la parole. Merci d'être très, très bref. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, en fait, j'ai juste pour vous adresser mes félicitations et encouragements. D'abord comme vice-président de l'ASN et en même temps normalisateur. C'était juste pour dire qu'il faut tout le temps, dans cette dynamique publique-privée, avoir la notion d'innovation. Parce que vous savez, la norme et l'innovation vont ensemble. Et l'innovation, c'est le brevet d'invention, c'est la nouveauté. Il faut tout le temps coupler innovation et normalisation. Et souvent, c'est un peu contradictoire parce que la norme vous dit ce qu'il faut faire. Mais l'innovation veut aller plus en avant. Mais quand vous avez un résultat de recherche, il faut que la norme vous accompagne. Vous voyez, donc c'est vraiment ce couple-là qu'il faut tout le temps manager. Et c'est ça la vraie relation et que l'État, dans sa politique publique, doit être un État expérimentateur. Non pas chercheur, mais expérimentateur, puisque la grande commande vient de l'État et c'est l'État qui doit mettre en place la nouveauté. Et la nouveauté, justement, c'est la norme qui doit l'accompagner. Raison pour laquelle il faut beaucoup expérimenter, normaliser et réglementer. C'est un processus qu'il faut comprendre. Hein. Il faut innover, expérimenter, tout le monde sait comment on le fait, et normaliser pour diffuser les nouvelles idées et que ces nouvelles idées puissent accompagner la réglementation, etc. Donc, c'est un cercle non pas vicieux, mais vertueux sur lequel tout le monde doit avoir ça en tête pour que la dynamique puisse fonctionner. Mais si on n'a pas ce cycle-là, innovation, normalisation, on a des difficultés. Voilà un peu la précision que je voulais apporter. C'est une contribution, ce n'est pas une question, et je vous félicite et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Niang, pour cette belle contribution. Y a-t-il d'autres questions par rapport pour les panélistes, par rapport aux présentations qui ont été faites? Je vois déjà une question au niveau du chat de Madame Patrice Moussoko. Sa question est: quels sont les exemples concrets dans l'application des normes dans la politique publique? Quels sont les exemples concrets dans l'application des normes dans la politique publique? Donc, c'est une question assez transversale pour les panélistes, aussi bien M. Diop que les autres peuvent répondre à cette question. Donc, M. Ndiaye, si vous m'entendez, vous pouvez peut-être apporter des éclaircissements par rapport à... Vous pouvez peut-être prendre note et après répondre à cette question. Nous avons encore 2 mains levées. Oui, je vous entends. Oui. Oui. Monsieur Papaseka, vous avez la parole pour poser votre question. Okay, thank you. Thank you very much, moderator and the hosts and all the panelists. It's been a very enlightening discussion, really, looking at all the perspectives from a number of experts around the continent. I have a comment, and the comment is, as we know, most of our countries have developed our national quality policies, which is an encompassing document looking at technical regulations and policy issues within the whole regulatory framework, but as well as the standardization, supporting, facilitating sectors, as well as all the parties or the stakeholders that are involved. And we all know as well that ASO has coordinated and developed a very fine African quality policy. What I didn't see feature is
With respect to referencing standards in technical regulations, I think we've done a great job with that, and we are still progressing very well. And there is a fairly good deal of understanding on how that is done and its value. What I find really challenging, and I didn't see it feature very well, is how do we infiltrate the quality policy across all policy documents of government? And I see it as a strategy which really is gonna catapult or improve the understanding of the policymakers with respect to the perspective of quality. And we have a big opportunity now and a leverage, as I mentioned earlier, the African quality, national African quality policy, which of course going forward is expected to be aligned by all countries within their own quality policies. So just on a short introduction, I would like to hear if there is any perspective to that or any experience from the panelists or even others, and any kind of intervention relating to this, what is positive, what is negative, and its value with respect to promoting the adoption of best practices with respect to policy making and the contributions the standards could bring on board in that area. Thank you very much. Bien, merci beaucoup, M. Babaseka, pour cette question. C'est bien pris note et les panélistes vont y répondre. Nous allons passer la parole à M. Hassan Meng. Après, nous allons passer la parole à notre collègue de AFNOR qui va faire une brève introduction par rapport à ce sujet-là. M. Meng, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Djedjou. Donc, je remercie également ARSO et l'Association sénégalaise de normalisation à travers le directeur général, M. Abdourahmane Dione. Remercier également l'ensemble des partenaires de l'ASN et des présentateurs qui ont eu à faire vraiment des présentations qui ont été très, très, très appréciées. Alors, je voudrais juste intervenir en termes de contribution par rapport à une question qui vient d'être soulevée, demandant des exemples concrets de l'application des normes dans la réglementation technique. À ce propos, je voudrais juste informer et signaler quelques réglementations qui ont été déjà prises au niveau du Sénégal dans le secteur du fer à béton, également dans le secteur des énergies, en commençant par la réglementation qui a été prise sur les lampes à économie d'énergie. Donc, l'Association sénégalaise de normalisation étant membre participant aux travaux d'harmonisation des normes de plusieurs comités techniques de la CEDEAO, donc on a eu à adopter les normes de la CEDEAO sur les lampes à économie d'énergie. Donc, lorsque ces normes ont été adoptées, donc au niveau du Sénégal, il y a l'État qui a pris une réglementation qui s'est basée sur les normes déjà harmonisées au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est une réglementation qui aujourd'hui est en vigueur et qui consiste à assurer le marché par rapport à l'approvisionnement de lampes à économie d'énergie. Donc, c'est une réglementation qui s'est basée sur les normes harmonisées au niveau de la CEDEAO. Il y a également des mesures incitatives. Donc, ça, c'est des exemples concrets qui ont été déjà présentés par M. Ndiaye, peut-être qu'il va revenir là-dessus. L'État a d'abord commencé pour inciter les populations, pour inciter les fournisseurs de produits à appliquer la qualité. Donc, l'État a commencé à renoncer à la TVA en disant que tous les appareils qui sont importés au niveau du Sénégal et qui sont conformes aux normes, donc sont exonérés d'office de la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est une mesure incitative que l'État a prise en application vraiment aux normes qui sont déjà adoptées par l'Organisme national de normalisation. Donc, il y a d'autres réglementations qui sont prévues en cours et c'est tous des réglementations qui vont s'appuyer sur les normes qui ont été mises en place par l'Organisme national de normalisation. Donc, c'était juste quelques éclairages que je voudrais amener par rapport à l'application concrète de la réglementation en se basant sur des normes qui ont été déjà validées au niveau national. Je vous remercie, Madame Diop.
Merci beaucoup, M. May, pour ces éléments d'éclaircissement et de réponse également qui viennent au point par rapport à une question qui a été posée. Donc, M. Ndiaye, je vous donnerai après la parole, vu que vous allez encore intervenir. Je vous m'en excuse. Maintenant, je donnerai la parole à M. Pascal Poupé de AFNOR, s'il m'entend. Il est en ligne, s'il m'entend, pouvait peut-être intervenir pour donner un peu des éclaircissements ou bien des suggestions par rapport à ce qui se fait au niveau de AFNOR. Monsieur Pascal est également dans la normalisation. Monsieur Pascal Poupé. Apparemment, sûrement, peut-être il s'est déconnecté. Donc, nous allons donc donner revenir aux différents panélistes. Donc, nous allons vous donner pour chacun 2 minutes afin de apporter des éclaircissements, répondre également aux questions qui ont été posées et par la même occasion donner votre mot de clôture. Donc, nous allons suivre le même ordre. Donc, Madame Victoria, si vous êtes toujours là, vous pouvez prendre la parole pour des éléments de réponse et également votre mot de clôture. Madame Victoria, si vous m'entendez. Yes, I'm still here. Okay. Yes, thank you. I see one question for me about the government being ambitious sometimes in pushing for higher standards that local companies or industries are not able to comply with. And so the question was, how much should the government push for higher standards in this regard? I think from me, I think the government should push for the standards because it is the responsibility of the government to be able to ensure the safety of the citizens are safeguarded. And if that means that it is compromising on probably the profit margins for the manufacturers, then probably the only thing the governments can do is to provide subsidies or to provide mechanisms to reduce the cost of production so that the quality of the products are not compromised. So that's what I would say. Otherwise, thank you very much for the opportunity to be in this webinar. Thank you. Merci beaucoup, Madame Victoria. Monsieur Pape Samgay, merci de prendre la parole pour votre mot de clôture et les réponses. Monsieur Gay, vous êtes toujours là? Nous allons peut-être continuer avec Monsieur Niaï. Donc, Monsieur Niaï, vous pouvez prendre la parole pour les éclaircissements, éléments de réponse et votre mot de clôture. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je pense que la question concernant l'exemple concret d'application de normes, je pense Hassan a répondu, mais je vais encore insister. En fait, il faut savoir que nous, dans un premier temps, on a préféré faire l'incitation fiscale, c'est-à-dire un importateur qui importe des équipements répondant aux normes qu'on a adoptées au niveau national, l'État accepte de renoncer à la TVA. Et ça, c'était seulement pour une phase intermédiaire. Donc, comme Michel a dit, il ne s'agira pas de pousser ou d'inciter seulement. L'incitation, c'est juste pour évaluer un peu si la décision qui sera prise à long terme sera supportée par le secteur qui est concerné. Voilà. C'est pourquoi la finalité, c'est de rendre obligatoire l'application des normes. Et il y a une phase préparatoire. Et c'est pourquoi nous, on a équipé nos labos pour qu'aujourd'hui, même s'il y a des équipements qui sont produits localement, l'ASN a la possibilité de demander à ces entreprises-là qui aimeraient avoir des avantages fiscaux de faire tester leur équipement au niveau des laboratoires locaux. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je pense que ça, c'est un exemple concret qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal. Encore mieux, en attendant que le décret soit rendu obligatoire, le ministre a instruit toutes les structures rattachées du ministère, c'est-à-dire d'appliquer dans leur marché public les normes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma présentation, si une entreprise gagne un marché au niveau de l'ANER, pour tous les équipements qui seront acquis,
on fait des prélèvements de 5% de chaque équipement qu'on fait tester systématiquement au niveau de ces labos. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, juste pour terminer, vous féliciter de nous avoir associés à cet important webinaire avec l'intervention des panélistes, des éminents panélistes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je vous remercie également pour votre présence. Monsieur DG Diop, si vous êtes là, vous pouvez aussi apporter des éléments d'éclaircissement de réponse et par la même occasion, donner votre mot de clôture. Madame Dieu, je ne sais pas s'il y a des questions qui m'ont été adressées précisément. Pas directement, non. Voilà. Dans ce cas, donc, vu le temps qui est court, donc, je fais juste mon mot de remerciement. En tout cas, je remercie l'ASRO et l'ASN pour cette initiative et surtout d'avoir impliqué le secteur privé. C'est extrêmement important. En tout cas, je vous encouragerai plus à des initiatives comme l'Oscar national de la qualité, les prix de la qualité niveau UEMOA, niveau CEDEAO, pour booster, promouvoir la performance des entreprises et puis surtout faire un plaidoyer au niveau de l'État pour que tous ceux qui parlent au nom de la performance des entreprises, tous ceux qui consacrent à travers des événements la performance des entreprises, le fassent de concert avec vous, suivant des critères, un cahier des charges, des audits réels pour vraiment que cela reflète la réalité, que réellement que la performance soit vraiment consacrée à travers ces événements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DG Diop, pour ces suggestions. C'est bien pris note. Peut-être même que le DG de l'ASM pourra apporter d'autres éléments de réponse en ce qui concerne la normalisation et l'ASM. Je pense que nous avons perdu Madame Cindy de l'Organisme international de normalisation. Monsieur Guez, il est toujours là, il peut toujours prendre la parole, sinon nous allons redonner la parole à Arso pour les mots de clôture. Pour ma part, je remercie tous les panélistes pour leur présence, d'avoir répondu oui à cet événement. Merci beaucoup. Nous savons également que le temps n'a pas été de notre côté et le temps n'a pas suffi parce qu'il y a beaucoup à dire dans le secteur de la normalisation et des politiques publiques, mais nous espérons avoir d'autres occasions de se rencontrer afin de parler beaucoup plus en profondeur en ce qui concerne la normalisation et les autres activités. Je vous remercie encore. Maintenant, je passe la parole à M. Philippe. If you are here, you can go slow. Mr. Philippe. Yes, I'm here. Can you see my screen once more? Yes. Yes, Hello? we can. Yes, we yes. can. Yes, on behalf of the Secretary General, ARSO, I think this one is one of the best webinars that we have had in 2024, and it's normally very sensitive. How to bring regulators, policymakers together with the standards, how to ensure that the regulators understand the role of NSBs and NSBs likewise understand the role of regulators. And I think it has been brought very well clearly that these two processes are so much intertwined. The standards gives us the scientific evidence that when we do our policies based on the standards, then we minimize issues of controversy, we increase more confidence in the regulations and for their implementation. And most of all, they become very effective. I want to take this opportunity to thank very much also the participants and the experts, the delegates that have been there all this time. Several questions have been raised, several suggestions have been made, including one which highlights that ASO should carry such kind of activities at the AUC level, where we meet policymakers so that they understand better the benefits of standardization and the role of standardization. I had already acknowledged that we are working very closely with the African Union
at the Pan-African quality infrastructure level, and we have been having this kind of sessions. And I know around June, we are going to have a joint webinar on a theme that is yet to be set. I saw some questions about specific standards and policy making process that can be referenced to. And already, as Ms. Cindy highlighted, we have several ISO standards, international standards, that are also referenced within the ARSO standards. We have the ISO 20400 on sustainable procurement, which has been used to become law and legislations within countries. We have food safety standards ISO 22000, which are also used in food management certifications. We have ISO 14000, which is on environment, and mostly in environmental legislations are referred to. We have the building codes, and we have the ISO quality management system standards 9001 2015, which have also been referenced in most of the ARSO standards and so many national standards within the African countries. I think it is a great opportunity that we have learned. I want to take this opportunity to introduce to you the ASN. They are doing a good job at the national level, as you can see. And this job is not just within Senegal itself. It goes to the regional level, it goes to the international level, and it also goes to the continental level, where Senegal is a found and active member of ARSO. We want to thank them very much for this co-hosting of the webinar, and we have had a lot of the national initiatives happening at the national level about policy making and standardization. Thank you very much. Our next webinar session, they are very interesting. This time around, we normally have SPS issues, TBT issues, measures, which we see as two sides of the same coin. Normally we have meetings, SPS and TBT committees at the African level, at the WTO level. Do we address same things? What makes us different? What brings us together? Should we work together? Those are some of the issues that we are going to tackle in our next webinar. The TBT Annex 6 under the FCFTA and SPS Annex 7 under the SPS. We are yet to get a co-host, but we know we will get a co-host. There are two countries who will give us feedback this week. Then we have the 43rd session coming on 24th April. And this is where Papa Seka also highlighted the issue of referencing to standards when we are doing technical regulations. This one is normally an issue, and we thought it wise when our members were highlighting areas of cooperation and areas of awareness creation. How do we reference at standards in the technical regulations? How do technical regulations and standards converge and differ at which points and all that? These are our next two important webinar sessions that we keep watching, and we will be reaching out to you. And we want to tell our stakeholders that Nigeria in Abuja will be hosting the 30th ASO General Assembly meetings within the week of 17th to 21st June. And the theme is about educating Africans fit for the 21st century, building the quality culture. And this is what we have been talking about here, the quality culture, so that even our public policy systems are based on standards, and we ensure that the public policies are fit for their purposes. The quality is high, and we address them. It is based on the the AU declaration of the theme for the 2024 year of education, Educate an Africa Fit for 21st Century, building a resilient education system for increased access to inclusive education and lifelong. And this is what we are continuing to do, educating the African youth, the African women, the African
SMEs, policymakers, creating awareness on the benefits of including standardization. Our webinar themes are stretched like this. We have countries who are now looking forward so that we do our webinar sessions highlighted up to November. Thank you very much at this particular point. Before I call Mr. Dion, the co-host, just to say one or two votes of thanks words. I want to thank very much our moderator who has done fantastic work. We had many panelists, and also, taking time. We have, it's a mixed platform, French and English. She has done the best quality work here, and we want to thank her very much. I want to thank the panelists who have done very, very, very good work and brought this webinar to another given level that we were not expecting as much because we started late, but it's okay. We did it very well. We thank you, the panelists. And finally, I must always thank the delegates, the participants, the experts who have been prodding us up and down most of the time and even proposing to us the topics and the sub-themes that we need to address and how to address them. We thank you very much. We can't lose sight of this. And thank you very much for staying with us up to this. The final closing remarks we'll give to Mr. Dion, please, the Director General of ASN. I know time is really gone, but bear with us for about 5 minutes. Thank you. Merci beaucoup, Philippe. Je ne vais pas être très long. D'abord, on s'excuse du débordement sur le temps. Comme vous l'aurez constaté, nous avons eu beaucoup de sujets à aborder. Les panélistes nous ont présenté le sujet sur différentes perspectives qui ont amélioré la compréhension du lien qui existe entre les politiques publiques, la réglementation et les normes. Beaucoup de suggestions ont été formulées et nous avons bien pris note et nous nous engageons en tout cas à essayer donc de nous employer à mettre en pratique tout cela. Nous remercions Arso pour cette initiative donc, de ces webinaires mensuels. Nous remercions tous les participants et bien entendu nos panélistes qui ont bien voulu accepter notre invitation mais également pour leurs excellentes contributions. Mention spéciale à Rokiatou pour l'excellente modération. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne fin de journée ou de soirée pour certains et à la prochaine. Merci. For that, if we are still here, we want to make a memorable day about this webinar. Those who are still around, if we can have your cameras on, please, so that we take this one into our social media that today, the 28th, we had a public policy and standardization webinar and you participated. Thank you very much. Those who are around, kindly, thank you so much. Thank you so much. Just put your cameras on. Our IT team will take the photos. It was a great opportunity, great moment to have our panelists with us, to have our co-host with us, Senegal, to have our panelists, all of them, and moderator and participants. Our IT will tell us if it's okay to put some smile on, then they take the photos. For those of us who are there for this memorable day. Thank you very much. They have informed me that all is fine. We thank you very much. We salute you and long live Africa, long live Senegal. Thank you.